Salut à toutes et salut à tous, très heureux d'être avec vous pour un nouveau numéro du Talk du foot amateur, 1 heure ensemble pour parler de toute l'actualité des différents championnats national, National 2, National 3. Au programme de cette émission, on va revenir sur la saison et la situation de Toulon. Lanterne rouge du championnat, un nombre de joueurs assez important pour un effectif de ce niveau, des soucis en interne, une arrivée possible de Mourad Boudjelal, bref, il y a beaucoup de choses à évoquer, on le fera justement avec l'un des supporters les plus connus de la formation toulonnaise. Allez, on vous laisse deviner. Et puis l'actualité aussi des derniers jours, c'est le mercato. Les premières transactions qui se font et un club est particulièrement actif. C'est Vannes, le VOC qui a quand même déjà 8 recrues et pas n'importe lesquels d'ailleurs, entre des expérimentés de National 2, des joueurs plein de promesses, même quelques joueurs de National. Le club breton qui se positionne déjà comme l'un des favoris à la montée, le directeur sportif Pierre Letellier sera avec nous autour de la table. Il y a les plus grands spécialistes du football amateur, il y a Emmanuel Moine, il y a Vincent Magnez et Jérôme Bouchacourt. Bonjour messieurs. Salut Max, salut à tous les gars, c'est toujours un plaisir de se retrouver comme à chaque milieu de semaine, c'est le moment de bonheur de la semaine. Ah oui, c'est vrai. Ça va Vincent ? Écoutez, impeccable. Bonjour à toi Max et bonjour à Manu, bonjour Jérôme. Et puis Jérôme, ça va toujours impeccable aussi ? Oui, salut à tous, impeccable. Il y en a quand même de l'actualité en ce moment, notamment le mercato, on en reparlera dans un instant. Bon, avant de développer tout ce que je viens d'évoquer justement, un petit retour sur une autre actualité qui a fait quand même pas mal parler. Les départs des 2 coachs des 2 premiers clubs de National qui montent donc en Ligue 2. Pau avec Bruno Irles, c'est donc fini. Dunkerque avec Claude Robin aussi. Didier Tolo devient l'entraîneur des Palois. Et puis pour la formation du nord de la France, c'est Fabien Mercadal. Alors, c'est vrai que ça arrive de temps en temps d'avoir des changements d'entraîneur quand il y a une montée. Mais là, les 2, c'est quand même assez rare, assez surprenant. Qu'en pensez-vous justement, Manu ? Écoute, alors sur la situation du Pau Football Club, je vais pas mentir, j'ai pas énormément d'informations et j'ai pas l'explication qui explique, enfin voilà, l'explication de pourquoi Bruno Irles ne reste pas. On rappelle que Bruno Irles est aussi assez pris avec ses activités de consultant, notamment du côté de Canal+. Concernant Dunkerque, parce que c'est un dossier qu'on a suivi de très très près, il y a eu des discussions avec Claude Robin pour prolonger. Le président Squarneck voulait absolument prolonger Claude Robin. On sait que cette décision aussi en interne, elle posait question dans le board au sein du board de Dunkerque, parce que Claude Robin, il faut le dire, l'année dernière, au moment où il a maintenu le club, c'est lui qui a été l'un des artisans de l'opération maintien. Claude Robin, pour des raisons familiales, puisque Claude Robin est grand-père, avait notamment hésité à se réengager du côté de l'USL Dunkerque, ce qui avait mis un énorme point d'interrogation, ce qui avait été aussi un peu une déception en interne. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord autour d'un contrat et d'un salaire? Est-ce qu'on a senti peut-être que la motivation du côté de Claude Robin n'y était pas? Ça, je ne sais pas. Il n'y a que Jean-Pierre Squarneck qui pourra nous répondre. Il y a une certitude autour de ça, c'est que Fabien Mercadal, le retour de Fabien Mercadal à Dunkerque, ça, c'est quelque chose en tout cas que Jean-Pierre Squarneck voulait depuis plusieurs années, dont il nous a souvent parlé. Et on sait aussi que l'organigramme de Dunkerque qui pourrait changer. Jean-Pierre Squarneck, il parle beaucoup d'une possible arrivée de Jocelyn Blanchard, notamment au poste de manager général. Donc peut-être que la cohabitation de tous ces hommes ne pouvait pas se faire en la présence de Claude Robin. C'est une éventualité, c'est une supputation de ma part. Et peut-être en tout cas qu'avec Fabien Mercadal, garçon qui connaît très bien et la maison et le niveau Ligue 2, c'était peut-être un choix de raison, entre guillemets. Ouais, pareil, d'un côté, on a parlé de Claude Robin qui avait réussi à faire maintenir Dunkerque. On peut même dire aussi que Bruno Irles c'était la même chose l'an dernier, enfin la saison dernière, avec la formation de Pau. Vincent, est-ce qu'il faut créer à ce moment-là une autre dynamique quand il y a une montée et changer d'entraîneur? On sait que certains ont réussi avec succès et d'autres qui ont gardé leur coach. Finalement, il y a eu une descente assez rapidement après. Non, je pense pas qu'il faille d'autres dynamiques. Je pense que si les coachs ont changé aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément des raisons. Manu évoquait le fait de Bruno Irles qui était très pris par Canal+. Ça peut être une très grosse raison parce que la Ligue 2, même si ça se rapproche assez, beaucoup du national en termes de déplacement et tout ça, ça peut être une des raisons. Après, concernant Dunkerque, Manu, c'est pas une possible arrivée. C'est sûr, Blanchard est là. Il sera directeur du développement, mais est-ce qu'aujourd'hui Jocelyn Blanchard se limite à ce poste de directeur du développement? Est-ce qu'il ne va pas aussi prendre un peu d'autres initiatives dans le recrutement et tout ça? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Claude Robin, déjà la saison dernière, avait traîné à donner sa réponse. Il a donné son accord
prolonger d'un an très, très tardivement. Cette saison, de ce que l'on en sait, il y a eu une proposition financière qui a été faite à la charte. C'est-à-dire qu'un entraîneur de Ligue 2 gagne tant de points. Voilà, ça a été fait à la charte. Claude Robin, en fait, ne voulait pas et surtout il voulait changer assez et de manière conséquente le staff, avec beaucoup d'anciens Dunkerquois, ce que ne voulait pas forcément le club, c'est-à-dire se séparer de personnes qui sont au club depuis des années. Benjamin Rychlewski, par exemple, pour citer que lui, qui a été gardien au club, qui a été entraîneur de cette équipe de nationale, qui est devenu adjoint. Voilà, donc Claude Robin voulait changer pas mal de choses et Fabien Mercadal, effectivement, lui, étant sans club, et comme l'a dit Manu, le président JP Scornec, ça fait longtemps qu'il l'a dans le viseur, et ben, ça a été l'occasion. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit pas mal de débats de gens qui disent que peut-être Mercadal a savonné la planche de Robin et compagnie. Ça, je peux vous confirmer, moi qui connais très bien Fabien, puisqu'on était dans le même club. C'est pas du tout ce style de personnage, en fait. Il a même aidé parfois Claude Robin et Kevin Esport dans le recrutement. Exactement. Et petite précision quand même à apporter, parce que c'est vrai que peut-être j'ai pas été assez précis tout à l'heure. Les négociations avec Fabien Mercadal ont commencé quand a été acté aussi le départ de Claude Robin. Et pourquoi a été acté le départ de Claude Robin? Parce que les négociations, et notamment ce dont venait de parler Vincent concernant certains points clés, on va dire, du renouvellement de Claude Robin, se sont complètement enlisés et qu'il n'y avait plus de porte de sortie. Et à ce moment-là, on a sorti une shortlist et le premier nom forcément qui revenait, c'était Fabien Mercadal. Bon, alors Fabien Mercadal, on pourrait presque dire que, allez, c'est un bon choix par rapport à plusieurs critères qu'on a évoqués il y a quelques instants. Didier Tolo à Pau, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, c'est une évidence un peu Didier Tolo parce que déjà, il avait été pressenti pour reprendre le projet du Sporting Club de Toulon dont on va discuter tout à l'heure. Ça avait été notamment l'un des choix, on va dire, du président pour remplacer à l'époque Fabien Pugeot. Et Didier Tolo avait refusé le projet, déjà parce qu'il connaissait Fabien Pugeot, donc ils avaient pu un peu échanger à ce propos, et surtout que la situation et la mission lui semblaient à l'époque impossible. Didier Tolo, ça fait longtemps qu'il gravite autour du national. Didier Tolo, c'est aussi un garçon du Sud-Ouest qui connaît très bien cet environnement, et c'est presque évident, j'ai envie de vous dire, que Didier Tolo arrive et signe au Pau FC. C'est cohérent. On va dire maintenant, voilà, c'est sûr que ça va être un nouveau défi pour le Pau Football Club qui devra continuer à se structurer. Ce sera pas uniquement, on va dire, une question de coach au niveau des Palois. Jérôme. Oui, pour revenir sur le départ de Bruno Herles, il y a quand même eu des discussions sur la prolongation de son contrat avec le Pau FC. A priori, c'est plutôt du côté de Dado Perso qu'il y avait des petits soucis. Il n'avait pas envie de prolonger. Donc, est-ce que Bruno Herles, qui voulait absolument continuer l'aventure avec son adjoint, c'est peut-être aussi ce côté, dans son communiqué, il dit sportivement et humainement, les conditions n'étaient pas réunies pour que je continue au Pau FC. Donc, ensuite, on a le communiqué de Pau qui est aussi un peu explicite sur le fait que Dado Perso avait déjà annoncé son départ et que ils n'ont pas réussi à négocier avec Bruno Herles pour prolonger le contrat. Donc, à mon avis, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher le départ de Bruno Herles. Et petite précision aussi, excuse-moi de t'avoir coupé la parole, mais Didier Tolo, il avait deux propositions. Il avait le Pau FC d'un côté et le FC Sion qui connaît très très bien. C'est vrai que sa décision a penché bien sûr pour Pau, qu'il connaît aussi également bien, puisqu'on se rappelle, je crois qu'il avait fait une mission de conseil à l'époque où le club était entraîné par David Vigne et flirtait un petit peu avec la relégation. Et à ce moment-là, Didier Tolo était venu bien conseiller le club dans son recrutement, dans ses méthodes de travail. Donc, je pense qu'il a réalisé en même temps une sorte d'audit aussi également d'activité de ce club. On sait qu'il s'est structuré avec l'arrivée de Raffaele Novelli et ensuite de Bruno Herles avec ce nouveau projet. Donc, je te dis, quelque part, ça me semble en tout cas assez logique que ce soit Didier Tolo qui reprenne le flambeau. On sait qu'il est proche aussi de nombreux agents très influents dans le sud-ouest de la France. Donc, on peut penser que le recrutement peut être aussi intéressant à Pau.
Bon, on parlera du mercato, cette fois-ci joueur, dans quelques instants. Juste avant, une dernière information au niveau du mercato entraîneur, information assez importante pour le championnat national, c'est l'arrivée de Manu Dacosta, ancien entraîneur de QRM, qui a fait monter notamment un Quevilly-Rouen, c'était en Ligue 2 il y a quelques années, qui rejoint Lyon-Duchère. Qu'en pensez-vous, justement, messieurs? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Lyon-Duchère, un bon choix pour Manu Dacosta, Vincent? Ouais, moi je pense qu'effectivement à QRM en fait Manu Dacosta il est arrivé vraiment au bout du rouleau un peu psychologiquement d'ailleurs la saison dernière il a été quand même à l'aise je pense sur le banc il a fait monter cette équipe du N2 jusqu'au national jusqu'à la Ligue 2 pardon 6 ans je crois 6 ans je pense que pour un entraîneur avec les ambitions à un moment donné qu'avait QRM il fallait vraiment trouver pour lui un nouveau challenge. On le sentait, nous, Manu, quand on allait commenter parfois les matchs, on le sentait vraiment super stressé, alors que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout quand on l'a connu, nous, à ses débuts à QRM. Il parlait plus, il voulait plus sortir sur les interviews. Enfin, là, on sentait vraiment que c'était la fin, et je pense vraiment que ce projet à Lyon-Duchère, avec tout ce que ça implique, hein, parce qu'effectivement, Mohamed Tria a beaucoup d'ambition pour son club. Et je pense qu'aujourd'hui, si Manu Dacosta arrive à bien s'entourer au niveau du staff et que le recrutement est bien fait, vraiment pour lui à Lyon-Duchère, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très bien. Manu. C'est un secret, Vincent a tout bien résumé. C'est un secret de Polichinelle, ce départ à Lyon-Duchère, parce qu'il aurait déjà dû avoir lieu normalement l'année dernière, au moment où Karim Mokedem a quitté Lyon-Duchère AS. On avait mis, je dis on, c'est les journalistes, mais c'est sans doute ce qui s'était passé au sein du club, c'est les informations qui nous venaient en tout cas à ce moment-là, que Manu Dacosta à ce moment-là était le successeur privilégié. Manu Dacosta avait été retenu à l'époque par son président à QRM et je pense, là c'est mon avis encore une fois et peut-être étayé par certains faits, mais je pense que c'est aussi l'une des explications de la saison difficile de QRM. Vincent disait, on a senti énormément de nervosité chez Manu Dacosta cette année, mais on a senti énormément de nervosité au sein du vestiaire, dans le dialogue avec les joueurs, avec le staff, avec on va dire toutes les parties prenantes de Quevilly-Rouen Métropole. La situation elle pouvait absolument pas durer et comme l'a très bien rappelé Vincent, il y a peut-être l'un des projets les plus ambitieux parmi les clubs de national aujourd'hui du côté de Lyon-Duchère, avec on le sait une montée à moyen long terme, non pas en Ligue 2 mais en Ligue 1, et sans doute que Manu Dacosta, là encore avec un réseau de joueurs assez important, eh bien il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Rappelons quand même que pour Manu Dacosta, culturellement, ça va être assez particulier ce départ, parce que c'est un garçon de la région de Rouen, un ancien joueur du FC Rouen, des Diables Rouges, qui a ensuite entraîné Quevilly-Rouen Métropole. Là, il va complètement quitter la région pour découvrir un tout nouvel environnement et une nouvelle culture club. Donc, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Jérôme. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur sa signature à Lyon-Duchère, je pense que Laurent Rousset était une grosse erreur de casting l'été dernier. Alors, c'est pas contre lui, hein, mais je pense que c'était pas du tout l'entraîneur qu'il fallait à Lyon-Duchère. Surtout que c'est un club qui travaille quand même dans la continuité. On l'a vu quand même avec Karim Mokedem. Et je pense que Manu Dacosta est vraiment l'entraîneur qui peut s'inscrire sur ce projet. Comme tu disais, Manu qui est très ambitieux et apporter peut-être quelque chose de nouveau. Ils n'avaient pas vraiment cassé, si tu veux, le départ de Mokedem. Il y avait eu quand même de la continuité, alors que là, à mon avis, c'est vraiment l'arrivée de Manu Dacosta va vraiment emmener complètement un nouveau souffle au deuxième club lyonnais. Bon, avant de recevoir nos premiers invités, on va rester juste avec toi, Jérôme. Sur la valse des entraîneurs, on sait que la période est compliquée, peut-être qu'il y aura moins de changements que d'habitude. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à avoir de nouveau l'arrivée d'entraîneurs, départ donc bien évidemment d'autres entraîneurs en National 2? Je pense que ceux qui devaient changer ont déjà changé. Sedan, donc Saint-Malo aussi. Après, en national, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de changements. Sur les promus de N2, il n'y en aura pas. Bon, sur les 4, à mon avis, c'est d'ici le 31 mai, s'il n'y a pas de changement, il n'y en aura plus, quoi. En gros, on a pris 1 mois et demi d'avance
sur la période habituelle. D'ailleurs, on le voit sur le mercato avec le recrutement. On en discutera avec Pierre Letellier tout à l'heure. Mais non, je pense que là, ça devrait commencer à se tasser. Juste une petite précision, Maxime, parce que c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le fait que ça change d'entraîneur à Pau, ça change d'entraîneur à Dunkerque, alors que ce sont deux clubs qui vont monter et découvrir un nouvel environnement, à savoir la Ligue 2. C'est pas la première fois, parce qu'on nous a beaucoup posé la question sur les réseaux suite à nos différentes émissions du Talk. C'est pas la première fois que ça arrive. On se rappelle notamment du cas du Paris FC, je crois, lorsque Réginald Doré était parti après une montée en Ligue 2. Je crois qu'il y avait eu également Châteauroux avec l'arrivée de Jean-Luc Vasseur à l'époque. Bref, il y a plusieurs cas comme ça, j'en oublie sans doute beaucoup d'autres, mais il y a plusieurs cas comme ça de changement d'entraîneur après une montée en Ligue 2, mais souvent les causes sont diverses, variées et très différentes, et on peut pas faire, on va dire, de points enfin voilà, on peut pas faire trouver notamment de points communs, on va dire, ou une nécessité, on va dire, à changer d'entraîneur au moment de découvrir le monde professionnel. Bon, un club qui va avoir du travail au cours de l'été, c'est la formation de Toulon, lanterne rouge de National avec 13 points seulement au compteur. Une descente donc actée en National 2, des soucis extrasportifs, en interne donc. Bref, c'est un peu la pagaille, l'occasion de s'intéresser de près à ce club. L'un des supporters les plus présents sur les réseaux sociaux, notamment du mouvement Azur et Or, nous fait l'amitié d'être avec nous, Nicolas Miniscalco. Bonjour Nicolas. Salut, bonjour à tous. Être fan de Toulon, ça représente quoi? Est-ce que c'est difficile en ce moment? Ouais, en fait, c'est difficile depuis toujours, je crois. On se disait là avec un groupe de supporters il y a quelques minutes qu'on allait peut-être aller voir un marabout parce que décidément, quand tout semble pouvoir aller mieux, finalement, on dégringole en termes d'ascenseur émotionnel. C'est toujours de plus en plus compliqué. Manu. Ouais, Miko, déjà merci beaucoup d'être avec nous. J'en profite de ta venue pour saluer tout le peuple toulonnais et féliciter aussi tout le travail qui est fait par la Rascasse, parce que nous on travaille pour FFF TV, mais c'est vrai qu'on est toujours très impressionné par tout ce qui est fait par les supporters, les amoureux d'un club, pour donner de la visibilité à leur club, et le Sporting a de la chance de vous avoir. Juste déjà, avant de parler de l'actualité, parce que l'actualité est très très chaude concernant le Sporting, revenir sur cette saison en national, parce en avant-saison, on avait la sensation qu'il y avait tout pour faire quelque chose. Quand je dis tout, une passion populaire, une histoire, un budget qui n'était pas le plus petit budget du championnat national. Et pourtant, la saison, elle a été catastrophique. On rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule victoire, même si vous n'avez pas pu, bien sûr, finir cet exercice 2019-2020. C'est quoi le mal du Sporting, et comment t'expliques que cette saison a été si catastrophique? Alors, le mal du Sporting, pour moi, c'est valable depuis plusieurs années. C'est valable sous l'ère Joy, mais c'était valable bien avant, sous l'ère Bataillé, qui était là avant lui. C'est que c'est un club où, semble-t-il, les personnes à la tête de la hiérarchie n'apprennent jamais de leurs erreurs et sont dans une espèce de complaisance de l'incompétence quasi perpétuelle. Voilà, donc si tu veux, au niveau de l'idée par rapport à cette saison, elle était relativement simple. C'était garder une ossature qui avait fait ses preuves lors des précédentes saisons, ce qui était plutôt une bonne idée. Et puis ensuite, faire un recrutement, semble-t-il, adapté au national. Le pari qui a été pris, c'est celui de miser sur des joueurs qui potentiellement pouvaient se révéler, de jeunes joueurs. Et malheureusement, on se doutait et on avait prévenu déjà de ça avant le début de saison, puisque avec Rascasse TV, on participe au stage estival du Sporting depuis 4 saisons. Enfin, en tout cas, on y va par nos propres moyens et avec nos sous. En fait, on se disait que là où il y avait une incohérence, c'est que d'une part, le recrutement a été beaucoup trop important, mais surtout, on n'avait aucun joueur d'expérience, aucun leader, et on sait que dans le championnat national, il fallait avoir au moins 3 à 4 joueurs de ce profil. C'est vrai qu'il y a, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, au niveau des contrats fédéraux, 28 contrats fédéraux quand même pour la formation de Toulon, c'est assez impressionnant. Et comme tu dis il y a quelques instants, un recrutement qui pose question aussi. Vincent avait une question à poser.
Ouais, justement, Nico. Alors, tu parlais du fait que un pari avait été fait justement sur la jeunesse. Et malgré tout, il a été un peu contredit celui-ci parce que en fait, à un moment donné, enfin, en tout cas, le président a décidé de changer de coach Fabien Peugeot pour prendre un coach qui a, je sais pas quel âge, mais il approche des 70 ans. Ouais, 68 ans. Voilà, et pourtant, j'aime bien Victor Svenka, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve dommage, et on en a souvent discuté avec Manu et souvent dans les débriefs, nous, journée après journée, en fait, on se rendait compte que cette équipe de Toulon, en fait, il lui manquait vraiment pas grand-chose parce qu'à chaque fois, ça s'est joué à un but. Ça a été du 2-1, du 1-0. Il y a eu 2 fois 3-0. Mais Ouais. quand on monte en national, c'est logique. Je pense que cette équipe, moi, elle était en train de. Alors, certainement, elle était certainement condamnée, en tout cas à la 26e journée. Mais je pense que si Fabien Pujol était resté, elle n'était pas condamnée du tout. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éclairages par rapport à ça. Fabien Pujol, c'est le coach qui faisait partie du staff qui nous a permis de monter en national, pas de problème. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est notre analyse et c'est surtout notre observation, c'est que c'est un coach qui, dans un premier temps, n'a jamais eu les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que lors du précédent mercato, du mercato 2019, tous les besoins qui avaient été repérés, en gros, il n'a pas été écouté. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, une fois que la saison a démarré, ça a été une espèce de jouet qu'il s'est attribué avec Claude Joy, à savoir que Claude Joy mettait du temps à recruter par exemple un second gardien, donc sciemment Fabien Pujol ne mettait pas de second gardien sur le banc. Enfin voilà, il y avait des espèces de petits jeux comme ça de pseudo-pouvoir qui ont fait que pas mal de joueurs ont lâché Fabien Pujol malgré tout ce qui a pu être dit et tout ce que les gens peuvent penser de bien concernant Fabien. Après, c'est quelqu'un qu'humainement, moi, j'ai pu un petit peu côtoyer, qui est fort sympathique, mais à un moment donné, le ressort était cassé. Le recrutement, j'en parlais juste, il pose vraiment question. Il y a certains joueurs qu'on a soit très peu vus, soit tout simplement qui n'avaient pas le niveau. Oui, tout à fait. Alors, il y a de ça, effectivement. Alors, c'est vrai que là où c'était incompréhensible, c'est que, comme je le disais plus tôt, on a vu que le recrutement était pléthorique, avec, je crois, 8 milieux recrutés, ce qui est quand même assez délirant, sachant que, comme tu le dis, certains étaient peut-être un peu légers pour le national. Donc, moi, je redis, la politique qui a été de dire on mise sur la jeunesse, c'était pas la bonne, en tout cas pas pour une première année de national. Manu. Ce qui est très étonnant quand tu regardes la situation toulonnaise, je disais, il y a quand même un petit peu d'argent et vous aviez une masse salariale quand même assez importante avec de nombreux contrats. J'ai du mal à croire que ce recrutement-là, il a été fait avec du bon sens. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre, si tu veux, comment ça se fait que quand on est président, qu'on monte de division, qu'on puisse faire les choses de cette manière-là. Qu'est-ce qui a motivé, on va dire, ces prises de décision? Est-ce que c'est des gens de l'intérieur, entre guillemets, du club qui avaient intérêt à ce que les choses se passent comme ça? Est-ce que c'est des simples erreurs d'identification de profil et de politique, on va dire, sportive à mener? Ou est-ce que c'est bien plus grave que ça? Alors, si je reste dans le politiquement correct, je vais te dire que oui, c'est simplement une erreur d'analyse, mais au plus profond de moi, je suis convaincu que tout est lié au fait que, dans un premier temps, il n'y a qu'un seul homme qui décide de tout au niveau du Sporting, c'est Claude Joy, qui est un actionnaire majoritaire. Il n'est pas président, il faut bien le rappeler, parce qu'il y a un président. C'est vrai que tout le monde l'appelle président parce que globalement, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui fait les entretiens pour les recrutements, etc. etc. C'est lui qui met en place la cellule de recrutement, mais globalement, le seul qui décide, c'est lui. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un, on a appris à le connaître, c'est quelqu'un qui assez facilement se laisse manger le cerveau par certains recruteurs, certains agents, et dès lors que on peut faire sur un coup de bol un bon coup, eh ben, on va décider de travailler avec cet agent-là qui va nous proposer que des seconds couteaux, et en tout cas pas des profils adaptés
aux réels besoins qu'avait l'équipe pour exister en national. Vincent. Ouais, Nicolas, en fait, c'est marrant parce que, encore une fois, on revient sur le pari de la jeunesse. Moi, j'ai jamais été président, j'ai jamais été directeur sportif. En revanche, j'ai été joueur, j'ai eu des contrats. Moi, j'ai bénéficié, moi aussi, dans ma carrière de contrat fédéral. Aujourd'hui, je suis encore dans un stade de National 2. Quand j'entends 28 contrats fédéraux à Toulon, c'est quand même énorme, sachant que chez nous, par exemple, ou même dans les clubs de National où je suis passé, les contrats fédéraux, ils n'étaient pas pour les jeunes, ils étaient pour les joueurs expérimentés. Tout à fait. Puis de toute façon, regarde les clubs qui accèdent cette saison en Ligue 2. Tu te rends compte que ce sont des clubs qui, certes, se sont fait prêter des joueurs professionnels, mais qui, en termes de contrats fédéraux, n'en ont pas beaucoup. Il me semble que Pau est le dernier ou un des derniers clubs dans la liste en nombre de contrats fédéraux. Le dernier, avec 12. Ouais, au-delà de ça, le problème, c'est qu'au Sporting, Claude Joy est convaincu que tout passe que la compétence et la performance passent par le joueur. C'est en partie vrai, il faut des joueurs qui performent. Le souci, c'est que c'est tout un environnement, c'est le médical, c'est la préparation physique, c'est des séances d'entraînement, c'est toutes ces choses-là qui font qu'un club, en tout cas une équipe, fonctionne. On va parler bien évidemment de l'avenir, de l'actualité, notamment avec Mourad Boudjela. Est-ce que juste avant, Manu, une dernière question ? Non, c'était une réaction. Je comprends le fait de miser sur la jeunesse si, par exemple, notamment, tu es dans un objectif de développement sur plusieurs années, ou même si tu veux faire une grande chose à la mode en France, qui s'appelle le trading joueur. Par contre, avec des contrats fédéraux, je vois pas quel est l'intérêt pour un club à statut entre guillemets amateur, semi-professionnel comme Toulon, de proposer des contrats fédéraux à des jeunes joueurs, sachant que s'ils ont une proposition professionnelle, tu pourras pas les retenir tu pourras pas, on va dire, monnayer tout ça. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant cette situation. Si, Manu, excuse-moi, je te coupe, mais justement, si tu as un contrat fédéral et que, par exemple, le président de Toulon a proposé des contrats fédéraux de 2 ans ou 3 ans, par exemple, Guy Lavogui, s'il avait eu un contrat de 2 ans, son contrat, il est racheté. Et justement, c'est monnayé. Mais justement, le problème, tu évoquais le trading, mais justement, c'est là où on se rend compte qu'en termes de gestion, on est complètement à la ramasse. Quand tu as un Guy Lavogui que nous, on suit depuis qu'il évolue en U19 DH, voilà, c'est le genre de joueur sur lequel tu dois parier. D'une part, parce que c'est un minot du club qui a été formé au club, qui a fait toute sa formation au club, qui a de vraies qualités et un véritable potentiel. Et malgré tout, tu ne fais rien pour prolonger un contrat qui te permettrait justement, comme tu le disais, de gagner de l'argent. Là, il a terminé son contrat, il s'en va, tu touches que dalle. Voilà. On parle de Morgan Guilavogui, bien sûr. Morgan Guilavogui, qui part au Paris FC. Au Paris FC en Ligue 2, bien évidemment. Bon, parlons de l'actualité. Mourad Boudjelal, c'est vrai qu'on en parle énormément, mais énormément du côté de Toulon. Je pense que c'est la seule grosse actualité justement qui est relayée par les différents journaux nationaux. Alors, on va vous poser la question, qu'en est-il aujourd'hui de cette possible arrivée de Mourad Boudjelal avec un projet pour la formation de Toulon? Alors, à l'heure où je parle, ça ne se fera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que on le disait dimanche dans notre émission, même si mon acolyte Manu n'était pas d'accord, il ne faut pas 2 coqs dans un même poulailler. Mourad Boudjelal veut avoir les pleins pouvoirs et Claude Joy ne souhaite pas les lui donner. Donc Mourad refuse d'être d'une part sous l'égide de l'actionnaire majoritaire s'il devait prendre des décisions au niveau sportif. Mais en plus, on se rend de plus en plus compte que Claude Joy se sert de l'image de Mourad Boudjelal et de l'annonce qu'il a faite de vouloir récupérer le Sporting pour essayer de vendre son propre projet, on va dire, si tant est qu'il en ait un. Ah oui, à ce moment-là, il n'en a pas forcément, justement. C'est quoi quand on regarde aujourd'hui, on peut se dire le travail qu'a fait Mourad Boudjelal avec la formation de rugby de Toulon, ça fait rêver. Ça fait clairement rêver pour un club de football. Toulon, quand même, c'est un club historique quand même du football français qui pourrait retrouver justement cette noblesse, comme on le dit assez régulièrement. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si Mourad Boudjelal ne vient pas, et apparemment de ce que vous dites, ce ne sera pas le cas, le projet, c'est quoi finalement? Le projet, pour l'instant, on n'en sait rien, si ce n'est que
qui, à mon avis, est le même que l'on entend depuis des années, à savoir retrouver le monde professionnel et la Ligue 2 dans un premier temps. Le problème, c'est que ça va faire la 10e année que Claude Joy est au Sporting. Dans un premier temps, ça a été la Ligue 2 en 8 ans, puis après, ça a été la Ligue 2 en 5 ans. Et aujourd'hui, après 9 saisons, le Sporting, finalement, aura connu 3 montées, oui, mais a aussi connu une descente. Oui, parce que l'année prochaine, ils seront pas en Ligue 2, mais en National 2 quand Absolument. même. Il y a 2 divisions d'écart. C'est ça, complètement. Vincent. Ouais, alors moi, en fait, dans un des clubs où je suis passé, en fait, j'étais joueur à l'époque, on nous parlait beaucoup justement de la reprise du club et d'un gros actionnaire, en fait, je vais pas citer le nom, mais c'était une boisson gazeuse, voilà. Et effectivement, nous, le président qui était en place, il avait dit OK, ils peuvent venir, il nous file 3 millions d'euros. Par contre, personne au comité, personne en présidence. Moi, je garde tout seul. Donc forcément, les mecs sont pas venus, on peut comprendre, ils ont lâché l'affaire. Et de ce côté-là, en fait, Boudjelal, il a un réseau énorme, il a certainement une connaissance du football aussi, il a le réseau qui va faire que. Mais je te rejoins, en fait. Si le président actuel de Toulon ne lâche pas les rênes, tu reviendras toujours au même problème, c'est-à-dire, ce qu'on a évoqué, des 28 contrats fédéraux pour des joueurs pas qu'ils ne méritent pas, mais en tout cas qui n'ont rien encore montré à ce niveau-là. Oui, sachant, que par rapport à ça, enfin moi j'ai pas mal d'infos par rapport à ce qui concerne le pool d'investisseurs avec lequel il viendrait. Et il y a de quoi se les bouffer quand on est supporter du Sporting, parce que ça représente quand même entre 1,5 million et 2 millions d'euros d'argent. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important, et me semble-t-il, en tout cas pour un club de National 2, et on n'arrive pas à comprendre l'obstination, d'autant que vendredi, il y avait eu un rapprochement, il y avait eu un rendez-vous avec un avocat commun, tout semblait s'être à peu près apaisé, et puis finalement, on se rend compte depuis hier que le Sporting sort une communication totalement lunaire, où nullement il est évoqué un réel partenariat avec Mourad Boudjelal, et ça a mis le faux poudre. Voilà. Et chez les supporters, et générer aussi la colère de Boudjelal, dans la mesure où il a quand même communiqué toute la journée d'hier avec Claude Joy, qui à aucun moment ne lui a dit je vais sortir tel type de communiqué. En sachant, au-delà du sportif, au-delà même du côté financier que pourrait apporter Mourad Boudjelal, c'est qu'on peut aussi imaginer qu'il va faire, j'ai envie de dire, le tri aussi dans le club, de pouvoir aider dans ce développement-là et d'apporter un professionnalisme qu'il connaît, qui n'est peut-être pas forcément le cas aujourd'hui de la direction. C'est sûr et certain. Déjà, rien que sur son nom, quand on voit depuis quasiment 6 mois la lumière qui est de nouveau portée sur le Sporting, malgré des résultats sportifs calamiteux, c'est déjà un signe. Comme tu le dis, niveau marketing, on sait ce qu'il a été capable de faire avec le RCT, de créer une marque RCT qui aujourd'hui est connue dans le monde entier, avec un palmarès que beaucoup de clubs peuvent nous envier. Donc voilà. Et rien que sur son nom, de toute façon, de ce qu'on sait, que ce soit au niveau de certains joueurs, au niveau du coach, on évoque du Pras, mais tout un tas d'autres choses. Enfin, je veux dire, les mecs seraient prêts à venir parce que c'est le Sporting, parce qu'ils savent tout l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce club, mais aussi parce que c'est Mourad et parce que c'est quelqu'un qui veut créer une histoire. Jérôme. Justement, par rapport à tout ce que dit Nico, aujourd'hui, il faut peut-être tout changer au Sporting pour repartir sur une base vraiment saine et espérer remonter. Ah oui, mais dans l'idéal, c'est ce que les supporters, dans un premier temps, quand Mourad s'est prononcé, et une des premières grosses interviews qu'il a faites, c'était dans notre émission le Rascasse Show. Voilà, les gens se disaient il faut que Mourad soit à la tête du club et tout seul, c'est-à-dire que Claude Joy s'en aille. Après, il a été question d'une collaboration. On s'est dit beaucoup de supporters se sont dit pourquoi pas, puisque de toute façon, Claude Joy se disait non vendeur du club. Et puis, depuis, l'idée, depuis hier, et l'idée globale, depuis dimanche, c'est non, il faut que ce soit Mourad Boudjelal qui ait les clés du camion, quoi.
Et est-ce que vous êtes inquiet justement, là je parle plutôt aux fans de la formation de Toulon. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à la suite? Parce que l'année prochaine, votre club sera donc en National 2, avec, on imagine, un chamboulement au niveau de l'effectif également. Est-ce qu'il y a une inquiétude justement par rapport à la suite dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, au niveau de l'effectif, il est question de faire partir 15 joueurs déjà. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, sachant que quand on sait qu'il y a 29 contrats et que parmi les 15 joueurs, tous sont sous contrat, ont-ils intérêt à aller voir ailleurs quand on est plutôt bien payé au Sporting? Je ne crois pas. Donc ça va être quelque chose qui est difficile, enfin qui sera difficile à gérer. De plus, vu ce qu'il se passe actuellement, il est clair que les tribunes de rencontre sonneront le creux. Donc en termes de billetterie, les revenus vont être proches de zéro, donc plus la buvette, plus le peu de merchandising que le club peut vendre. Enfin, il y a tout un impact. Donc, est-ce que moi, à titre perso, je suis inquiet? J'ai envie de te dire oui. Pas forcément sur le plan sportif, parce que je me dis que si, comme c'est annoncé, Karim Masmoudi, qui est un préparateur physique plus, qui a d'autres compétences et qui sont utilisées, revenait au club, puisque c'est annoncé par Claude Joy. Je me dis que sur le plan sportif, on peut exister. Mais le souci, il n'est pas que là. C'est que si on continue dans un fonctionnement où tu ne bâtis rien, contrairement à ce qui est annoncé, on en sera toujours au même stade. Manu. Oui, une petite question, Nico. Déjà, je voulais te demander comment t'expliques le volte-face de Claude Joy dans les dernières heures et le communiqué notamment qui est sorti hier, qui est assez surprenant. Est-ce que la demande d'audit de Mourad Boudjelal a pu faire influer et surtout a pu motiver, on va dire, ce volte-face? Et la deuxième chose que je voulais te poser surtout, c'est est-ce que Claude Joy là ne se tire pas une balle dans le pied, parce qu'on sait ce que représente Mourad Boudjelal à Toulon, que être président du Sporting ou gérer le Sporting, ça demande de connaître, je pense en tout cas, l'environnement de ce club et de cette ville. Et on a vu notamment dans d'autres villes comme à Tours où parfois il pouvait y avoir une intervention, par exemple de la mairie, et là en l'occurrence de Hubert Falco, pour justement peut-être à un moment donné mettre la pression face à ce symbole que représente Mourad Boudjelal et des réussites que Mourad Boudjelal a eues dans d'autres sports quand on parle de la ville de Toulon. En définitive, est-ce que il s'est pas tiré non pas une balle dans le pied, mais un coup de bazooka, on va dire, dans l'orteil, Claude Joy? Alors moi, je suis convaincu que oui. Je ne peux te répondre que oui. Et quand je dis oui, c'est pas que moi qui dis ça. Les 99,99% des supporters toulonnais pensent ça. Le problème, c'est qu'on est face à quelqu'un qui veut briller tout seul. Voilà, sans forcément avoir toutes les compétences et toute la structure permettant de briller. Si le gars était complètement mégalo et était compétent, on peut s'en arranger. Le problème, c'est que sur les 9 années passées de présidence, on se rend compte qu'il y a trop de choses qui déconnent. Et la venue de Mourad, pour nous, c'était potentiellement quelque chose de fantastique, parce qu'il allait apporter tout ce qu'il pouvait potentiellement manquer dans la structuration du club. Si on t'écoute bien, ça veut dire que cette histoire, elle est vouée, si la situation reste là, cette situation, elle est vouée à tourner au drame, à la catastrophe, en définitive. Bah, écoute, moi, ma crainte, très, très sincèrement, c'est que la colère est encore montée d'un cran chez les supporters les plus véhéments, et je crains que ça puisse partir en sucette. Hein. On peut lire sur les réseaux sociaux que il va y avoir des manifestations devant le stade durant toutes les rencontres, des craquages de fumée, enfin tout un tas de choses qui font que le club serait sanctionné. Donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. En tout cas, on souhaite bon courage à tous les supporters de Toulon. On pense à vous, on est avec vous. On aura l'occasion de suivre, bien évidemment, tout ça et de vous redonner la parole, bien évidemment, que ce soit de Nicolas ou d'autres aussi, d'autres supporters. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est un sujet qui est brûlant, comme on a eu l'occasion de l'expliquer. Merci beaucoup, en tout cas, Merci. Nicolas, d'être venu du mouvement Azur et Or. Et bon courage. Merci.
Merci à vous tous. À bientôt. Merci beaucoup, Miko, et merci à tous les supporters toulonnais, on peut le dire, parce que c'est vrai que quand on commente le Sporting, notamment à l'extérieur, comme ça a été le cas pour Max, pour Vincent, pour moi-même, on sait qu'il y a du monde derrière l'écran et ça fait toujours chaud au cœur. Merci beaucoup. Salut. On a parlé des contrats fédéraux. Continuons là-dessus avec un article, d'ailleurs, que tu as publié, Jérôme, sur les contrats fédéraux et leur nombre assez important dans certains clubs. On a notamment des réponses assez incroyables quand même, notamment en national et en national 2. Parle-nous-en justement de ces différents contrats fédéraux et de la liste à chaque fois par club. Il y en a certains quand même, ils explosent les quotas, j'ai presque envie de dire. Oui, on a fait, en fait, on s'est procuré un document assez confidentiel qui est la liste de tous les contrats fédéraux en France. Alors, bon, il faut relativiser déjà dans un premier temps parce que un contrat fédéral peut être à mi-temps, à trois quarts temps ou à temps plein. Donc, bon, déjà il y a ça. Mais après, oui, c'est vrai que, alors surtout. On constate c'est une disparité qui est énorme, notamment en national, alors encore plus en national 2, mais en national, c'est quand même assez. C'est très bizarre, dans le sens où les deux clubs qui ont le moins de contrats fédéraux, c'est quand même Pau FC et l'USL Dunkerque. Qui montent. Bon, par contre, c'est aussi les deux clubs qui ont le plus de joueurs pro prêtés. Ils sont au maximum à 5, donc ce qui compense un petit peu. Mais quand on regarde le nombre de contrats, Béziers était un club pro, pardon, Lyon-Duchère qu'on avait 30. On avait le Sporting Club de Toulon qu'on a 29, on en parlera avec Nico, ou encore le SO Cholet 28. C'est vrai que c'est énorme, 28 joueurs fédéraux. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui utilisent 28 joueurs dans la saison. Ou alors, généralement, tu utilises aussi des joueurs de ton équipe réserve ou des jeunes. Donc, c'est ça qui est très étonnant. Ça donne, parce que ça donne une masse salariale qui est tout simplement énorme pour des clubs aujourd'hui en national. Vincent, ça s'inspire quoi justement, ça, de se dire qu'il y a certains clubs qui sont jusqu'à une trentaine de contrats fédéraux, alors qu'ils sont finalement pas du tout dans les meilleurs au classement à la fin. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est énorme. Alors déjà, s'ils ont tous ces clubs-là, parce que je crois que les contrats, enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûr en fait, les contrats fédéraux, en fait, les clubs de R1 peuvent commencer à en avoir, c'est-à-dire l'ancienne DH. Suivant les budgets, en fait, c'est décidé suivant les budgets, c'est-à-dire que la DNCG décide qu'un club de DH peut avoir 2 contrats fédéraux suivant son budget. Un club de N3 peut aller jusqu'à 8 contrats fédéraux. Un club de N2 peut aller jusqu'à 20 contrats fédéraux. Les clubs de national, ils disent on peut aller jusqu'à 30 et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, vous le savez, mais un contrat fédéral, si on n'a pas été pro, et comme tout à l'heure Jérôme le disait, il y a des contrats fédéraux à temps partiel, mais par exemple, si on n'a pas été pro, un contrat fédéral, il peut être payé 600 €. Alors avec les charges, ça monte à 1000 et quelques. Mais ça peut être 600 € net. Donc, c'est pas non plus des très gros contrats. Quand on a été stagiaire pro 3e année, c'est 1000 € minimum. Et quand on a été professionnel, eh ben, c'est 1008 ou 2000 €. Après, c'est ça qu'il faut voir. Alors, effectivement, il peut y avoir plein de contrats fédéraux, mais si c'est 20 contrats fédéraux à 600 €, ça vaut pas 4 contrats fédéraux à 4000 €. C'est toujours pareil, c'est une question de budget, mais pour répondre à ta question, Max, c'est vrai que je pense qu'on en parlera tout à l'heure justement avec Miko de Toulon. Je pense qu'il y a eu des abus sur les contrats fédéraux et souvent les clubs se servent simplement d'un contrat fédéral parce que c'est des clubs qui s'entraînent le matin bien souvent et qu'on ne veut pas que le joueur aille travailler. Du coup, ça lui donne un contrat de travail et le joueur est complètement à disposition du club. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Manu. Non, mais je crois que moi, je n'aurais pas une expertise aussi technique que vous parce que Vincent, toi, tu en as signé des contrats fédéraux. J'ai jamais eu cette chance-là. Et je l'aurai jamais. mais juste pour dire que quelque part, c'est un petit peu le même constat dans le football professionnel. Si tu dois faire un classement des budgets avant le début d'une saison, forcément, le classement sportif à la fin de la saison, il est totalement différent. On a vu, et notamment, je pense, en la Ligue 1 est le meilleur exemple, la Ligue 2 l'est aussi d'ailleurs, les plus gros budgets ne sont pas souvent ceux qui travaillent le mieux et ceux qui ont le moins de possibilités à donner soit des contrats fédéraux, soit à donner des gros salaires, sont parfois ceux qui sont obligés de se creuser aussi les méninges
pour faire des bons coups et travailler convenablement. Ça, c'est le premier constat. Et le meilleur exemple de ce constat, ce serait la première année de l'US Concarneau lorsqu'ils sont montés en national. C'était l'une des équipes qui avait le moins de contrats fédéraux, qui n'avait pas d'ailleurs l'entièreté de ses cadres qui étaient à disposition à 100% du club, et ça les a pas empêchés d'être leaders de national pendant près de la moitié de la saison. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par contre, ça, c'est un phénomène, et c'est peut-être à Vincent et à Jérôme de reprendre derrière et de dire s'ils sont d'accord avec moi sur s'ils partagent la même sensation. Moi, j'ai quand même l'impression quand le football semi-professionnel est victime des abus du football professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une course à l'échalote où on empile les contrats, on empile les joueurs les uns sur les autres. Juste à titre d'exemple, encore une fois, un club qu'on aime beaucoup, la GIA Drancy, qui a utilisé 31 ou 32 contrats, je crois, pas la saison dernière, mais celle d'avant. Et c'était également le cas du côté du Tour Football Club. Je crois qu'on était pareil à 32 ou 33 contrats sur la saison. Ça devrait faire réfléchir un petit peu les présidents parce que c'est ça aussi qui pourrit un vestiaire. On l'avait vu avec Chambly au moment où ils avaient multiplié là encore les contrats et où le vestiaire devenait complètement ingérable et Chambly n'était pas passé loin du précipice. Je pense que c'est un enseignement en tout cas à retenir dans la gestion des clubs pour les présidents qui découvriraient ces divisions ou tout simplement le monde du football. Jérôme. Oui, alors je te rassure, Manu, Drancy, ils en avaient plus que 5 cette année. Poissy en avait plus, par exemple. Hein, Vince. Mais non, mais c'est vrai que, tu vois, là, je prends par exemple le National 2, où on n'a que 2 clubs qui n'ont pas de contrats fédéraux. Mais un cas qui est intéressant, c'est le Stade Briochin, qui n'en a qu'un, et ils l'ont signé le 30 janvier, donc la veille de la fin du mercato. Et c'est Charlie Dutournier, qui était à Villefranche, qui ne jouait pas. Donc Charlie a rejoint le Stade Briochin. Et j'en discutais avec Guillaume Alanou, pas plus tard qu'hier. Et c'est vrai que... alors, par exemple, le Stade Briochin, ils ont plusieurs joueurs qui sont éducateurs au club ou qui vont avoir des postes administratifs. Mais les gars bossent. Ils ont aussi, et c'est un peu ce qu'ils me disaient, eux, ils privilégient du travail pour les joueurs qui soient insérés dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, parce qu'ils trouvent que c'est important au niveau des valeurs que le mec soit pas à jouer à la PlayStation tout l'après-midi et puis qu'il aille à l'entraînement le matin ou le soir. Et puis, ouais. C'est aussi, je pense, par rapport à Fréjus, toujours en N2, qui a 24 contrats fédéraux. Et là, Vincent, sincèrement, je pense pas que ça soit des mi-temps, ou pas beaucoup, mais surtout vu le nom des joueurs. Mais quelque part, c'est pas un gage de succès. Et je pense que la crise sanitaire du Covid-19 va peut-être faire réfléchir les clubs et peut-être amener un modèle plus vertueux et peut-être montrer aux joueurs que aujourd'hui, en N2 ou en N3, tu n'es pas en pro, que tu viens pas signer un contrat et après, tu t'en fous, l'année d'après, tu vas signer ailleurs. Peut-être que ça va amener d'autres mentalités. Enfin, Vincent, toi qui as connu ça, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors justement, en fait, Jérôme, je pense que tu as complètement raison. C'est-à-dire que moi, j'ai signé un contrat fédéral en national, j'ai signé un contrat fédéral en national 2, enfin même plusieurs, mais je veux dire, en fait, j'ai connu ces niveaux-là. Et effectivement, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que quand on est en national, le contrat fédéral, forcément, il est, j'ai envie de dire, presque obligatoire parce que le national tend à se professionnaliser. Il sera à un moment donné, à mon avis, professionnel. On va être obligé d'avoir que des joueurs sous contrat fédéraux. Concarneau, l'a dit Manu tout à l'heure, avait essayé à un moment donné avec des joueurs qui bossaient encore et tout ça, c'était compliqué. Donc effectivement, en national, pas de souci, il faut du contrat fédéral. En revanche, et tu l'as dit Jérôme, en national 2, national 3, on reste quand même amateur. On reste quand même amateur, très amateur. Et je ne suis pas président, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les présidents devraient en priorité trouver du travail à tous ces joueurs. Parce que quand on a une vie de famille, quand on a des enfants, et sachant qu'en N2, très souvent, c'est les entraînements le soir, on peut être un joueur très équilibré, très performant en travaillant la journée, parce que c'est un travail qui va être trouvé par le président chez des partenaires et tout ça. Ça nous permet aussi justement d'être encore plus formés. Et puis justement, après quand la carrière du foot elle s'arrête, pouvoir peut-être passer des équivalences pour s'améliorer à son poste de travail et tout ça. Enfin bon, avoir des… Bref. En revanche, les contrats fédéraux sont très souvent utilisés, et là, je peux le comprendre, en National 2. En tout cas, ils devraient être utilisés que pour des joueurs qui étaient pros la saison dernière et qui arrivent en N2. Comme par exemple, chez nous, Clément Chantôme ou Mounir Obadi, qui était professionnel.
Si on leur fait signer un contrat amateur, il faut savoir qu'un reclassement amateur, le joueur, tu ne l'as pas tout de suite. Il va être reclassé amateur à peu près le 5-6 octobre. Ça veut dire que tu ne l'as pas 3 mois déjà dans la saison. Le contrat fédéral, tu l'as tout de suite. Ouais, c'est vrai que c'est une donnée assez importante, Manu. Oui, et ce qu'il faut dire aussi, de ce que nous, on a pu voir en national, dans les clubs qui ont amorcé cette transformation entre j'ai très peu de contrats fédéraux et j'ai que des contrats fédéraux, ça se fait quand même toujours souvent, j'ai l'impression, dans la douleur. On va prendre le cas de Avranches. Quand le président Guérin, il y a 2-3 ans, a pris la décision, on va dire, de donner des contrats fédéraux à long terme, hein, c'est du moyen terme en fait, hein, c'est des contrats qui vont de 2 à 3 ans, et souvent, à ce moment-là, on va dire, Avranches s'est parfois retrouvé dans la difficulté avec du coup des coûts sur le marché quand ils sont ratés, ça a forcément beaucoup plus de conséquences. Et de la même manière, Concarneau avait amorcé avec la demande notamment de Benoît Coé auprès du président Piriou de tendre vers un petit peu plus de professionnalisme et notamment de proposer des contrats fédéraux au cadre de l'équipe et du vestiaire. On a vu une équipe de Concarneau qui a été un petit peu en difficulté là encore cette saison. On va dire que la transition est jamais très très simple. On pourrait penser qu'un président qui donne des contrats fédéraux, quelque part ça va rouler parce que les joueurs vont pouvoir se concentrer à fond sur le foot. C'est pas toujours le cas. Jérôme? Oui, tu as tout à fait raison, Manu, et c'est ce que me disait Guillaume Alanou du Stade Briochin, c'est que cette année, ils vont essayer peut-être d'en faire 1, 2, 3, ils savent pas trop, sur des joueurs qui ont une plus-value, qui vont arriver du dessus et vraiment apporter quelque chose en plus de leur effectif, qui est déjà très bon. Moi, je les ai vus jouer depuis 2 ans, ça joue très très bien au foot. Et même s'ils vont perdre Jérémy Le Doiron, qui devrait signer dans un club pro. Mais là où tu as entièrement raison, eux, leur modèle, ils vont faire comme Concarneau la première saison, c'est-à-dire voir un petit peu, les gars vont continuer à bosser, etc. Bon, ils savent qu'il y aura des arrangements pour les matchs le vendredi. Comme il y a beaucoup de clubs de national dans le Grand Ouest, ils auront, on va dire, une bonne moitié de déplacements qu'ils pourront faire dans la journée. Mais et après, s'adapter sur la saison d'après. Et je pense que là où les clubs, plutôt que, tu vois, par exemple, un exemple, Cholet, quand ils sont montés en national, tout de suite, ils ont fait signer 20 contrats fédéraux. Alors peut-être 18, 20, je m'en rappelle plus trop. Mais ils se sont maintenus très bien. Mais si tu redescends, et comme tu disais, que tu as fait signer des contrats de 2 ans à des mecs, que tu as 20 contrats fédéraux, et que c'est un peu ce qui s'est passé aux Herbiers pour certains joueurs, là, financièrement, après, ça devient très compliqué. Donc, oui, c'est un débat, je pense que c'est un débat sans fin, de toute façon. Bon, on transfère toujours avec un club qui a rapidement fait des affaires sur ce marché. C'est la formation de Vannes. 8 joueurs sont arrivés au cours du mois de mai. Rien que ça, Pierre Letellier, le directeur sportif, est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bon, après un nouveau logo dévoilé à la fin du mois d'avril, des nouveaux joueurs aussi. Thomas Dos Santos de Bayonne, Hakim Djaha de Trélissac, Sandro Trémoulet de Narbonne, Lilian Faye des Herbiers, Ismaël Sarr de Torcy, mais également Alexis Ebrard de Concarneau, Michael Salamon, l'ancien de l'Entente Saint-Gratien, et Aboubacar Touré d'Avranches. C'est bon, j'ai réussi. On peut dire que vous êtes le directeur sportif qui a le plus travaillé en France pendant le confinement? Ce qui est important de dire, c'est que au-delà de moi, il y a une équipe qui est derrière moi, qui bosse depuis octobre. Je tiens à leur rendre hommage parce que c'est comme dans une équipe de foot. Il y a des joueurs des fois qui brillent, mais faut pas oublier les mecs qui sont derrière. C'est important et c'est important de le noter et de les remercier aussi publiquement. Parce que je suis un peu la face immergée de l'iceberg, mais il y a un gros boulot qui est fourni par ces mecs-là. Donc, on a bossé depuis mon arrivée en octobre. On a bossé sur tous les terrains, sur toutes les divisions, sur toutes les catégories pour identifier ces joueurs-là. On les a rencontrés aussi pour la plupart. On a échangé énormément avec eux, voire même des fois aussi avec leurs entourages. Et puis quand on a eu la sensation qu'on avait à la fois les bons footballeurs et les bonnes personnes aussi pour rejoindre ce projet-là, on a avancé, même avant la crise Covid. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant qu'on ait finalisé énormément de joueurs, mais on avait déjà travaillé bien en amont et la crise Covid nous a donné l'opportunité d'échanger encore plus avec ces garçons-là. Ouais, en tout cas, il y a un compte Twitter à suivre, c'est celui du Vogue, parce qu'il y a des infos chaque jour. On peut voir ça comme ça, et notamment au niveau du recrutement. Alors, on a pas mal de questions à vous poser. Vincent, notamment.
Oui, Pierre, avec Manu, on a eu souvent l'occasion de te croiser à l'époque où tu travaillais déjà pour Concarneau dans le recrutement. On disait souvent, mais ce qui est vrai et ce qui peut être ressemblant, c'est qu'on avait toujours l'impression et on te comparait toi et ta cellule de recrutement à celle de Dortmund. Euh, parce que c'est une cellule qui travaille beaucoup, qui va forcément trouver très souvent des joueurs que peu de gens ont vus. Et puis au final, tu t'aperçois que c'est des joueurs qui vont exploser. Et la preuve en est, encore une fois, c'est que tu disais, tu es arrivé à Vannes en octobre. À ce moment-là, le club, il n'était pas non plus sur une super dynamique. La saison s'est arrêtée malheureusement trop tôt, mais vous étiez encore en position de monter. Donc ces coups-là, tu fais comment pour les trouver? Bah, déjà, c'est le propre, je pense, d'une cellule de recrutement, c'est d'être capable d'identifier les bons joueurs qui sont pas encore connus, qui sont pas encore vus par les autres clubs. Donc, il faut de l'anticipation. Il faut aussi avoir le nez, les infos, les échanges pour identifier un joueur qui est pas forcément performant dans son équipe pour différentes raisons ou pas suffisamment performant pour être vu par des clubs de l'étage au-dessus. Et après, c'est un travail de confiance déjà avec les garçons avec qui je travaille. On se connaît parfaitement, ils savent ce que j'apprécie, ils savent ce que j'apprécie moi aussi. Et puis après, il y a des caractéristiques qu'on retrouve aussi chez ces garçons qu'on fait venir des étages inférieurs. C'est notamment l'envie de réussir, l'envie de travailler, parce que il y a la phase visible de l'iceberg, c'est quand le joueur est annoncé, mais il y a aussi tout le travail derrière qui est réalisé par les staffs pour les faire performer. Et que ce soit avec Nicolas Cloarec à Concarneau ou plus récemment avec Pierre-Alexandre Lelièvre à Vannes, il y a aussi des staffs qui derrière font un travail exceptionnel pour que ces garçons explosent. Donc c'est d'une, de savoir identifier ces garçons, deux, de savoir les faire travailler, et puis de trois, qui correspondent aussi aux attentes des coachs, parce que faut pas oublier qu'une cellule de recrutement est au service des besoins et des demandes des coachs. Donc je pense que la grosse force de la cellule de recrutement, c'est de bien comprendre et de bien cibler les besoins des coachs. Manu. Ouais, ma question, elle va suivre un petit peu ce que disait Vincent. Alors, je dirais pas Dortmund, moi je dirais que tu es plus le Luis Campos du national, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui est incroyable dans ton travail, et notamment ce que tu avais commencé à faire à Reims, mais que tu as surtout mis en place à l'US Concarneau, c'est d'aller chercher des mecs en National 3, en National 2, les amener en National, et souvent ça a été des révélations. Je pense à Donisa, il me semble que c'était toi qui étais parti le chercher à l'Espagne sur Moselle, en National 3 à l'époque. Il y a Kikonda, il y a un paquet. À chaque fois, tu as eu ce flair, mais c'est pas uniquement du flair, tu l'as dit, c'est, je pense, du travail de scouting. C'est, j'imagine, énormément de ressources humaines aussi également qui soit visionnent des matchs, soit vont les voir, qui s'entretiennent, qui prennent des informations sur les joueurs. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Pierre, c'est, vous êtes les seuls à travailler comme ça? Tu es le seul à travailler comme ça avec ton équipe, ou d'autres équipes commencent à travailler de la même manière? Quelle est la différence, en fait, un petit peu? Après, c'est vrai que je m'intéresse plus aux joueurs qu'au staff dans les autres clubs. Donc, je ne sais pas exactement comment sont structurés les autres clubs. Et puis, il faut savoir que c'est aussi un petit peu un secret de fabrication. On ne révèle pas toujours forcément la manière dont on travaille, avec qui on travaille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de mecs qui bossent avec moi qui préfèrent garder aussi l'anonymat. C'est aussi pour qu'on ne soit pas repéré quand on va sur les terrains. Et même moi, j'essaie d'être le plus discret possible. Moins j'en poste, mieux c'est aussi quand je me déplace sur les terrains. Après, voilà, je m'inspire de beaucoup de personnes. Je m'inspire de clubs que vous avez pu citer, que ce soit Dortmund, que ce soit le travail que peut faire Nice, que ce soit le travail que peut faire Amiens ou le FC Séville. Puis je m'inspire aussi d'anciens que j'ai eu la chance de croiser dans les clubs dans lesquels je suis passé et qui m'ont aussi un peu expliqué les ficelles du métier. Et voilà, j'essaie de me nourrir de chacune de ces personnes. J'essaie aussi de me nourrir des mecs qui bossent avec moi, parce que même si on a une équipe très jeune, c'est pas parce que les gars sont jeunes qu'ils n'ont pas d'idées et qu'ils n'ont pas de compétences. Au contraire. Donc voilà, c'est un partage d'expérience. Jérôme. Ouais, Pierre, c'était important, ce 8 recrues, on va dire mi-mai, c'était important de taper un gros coup d'entrée aujourd'hui dans le mercato? Pas forcément, parce que en fait, c'est surtout qu'on avait conclu les accords très tôt, qu'on pouvait plus les garder secrets, parce que voilà, dès qu'on commence à communiquer à une ou à deux personnes
et que ça sort du triangle président, coach, directeur sportif, on prend le risque aussi que ça devienne public. Comme on est aussi en train de développer la communication du club, bah, si on a l'exclusivité, ça nous donne aussi de la visibilité forcément. Donc on avait un besoin de communiquer pour que ce soit pas d'autres qui le fassent à notre place. Après, je pense que c'est des effets d'annonce et je me méfie toujours des effets d'annonce. Ce qui est important, c'est la qualité humaine des garçons qui sont venus nous rejoindre, leur capacité à redoubler d'efforts et à travailler, c'est surtout ce qu'on a vérifié. Alors les annonces c'est bien, mais là où moi je suis très satisfait, c'est qu'on sait qu'on va avoir des très très gros bosseurs qui vont nous rejoindre dans ce projet-là. Ça veut dire, si je vous suis, qu'il y en a 8 qui ont été annoncés, mais ça veut dire que vous avez bossé quand même sur pas mal d'autres joueurs, donc d'autres joueurs vont arriver dans les prochains jours? Pas des joueurs de Poissy, Pierre. Non, là, pour l'instant, on s'arrête à 8. On avait prévu donc dès la première annonce d'annoncer un joueur tous les 2 jours. Là, on s'arrête aujourd'hui avec Aboubacar Touré. On est encore en discussion sur 1 ou 2 joueurs sur un poste bien précis. Et puis après, on va analyser, on va laisser aussi les mercatos se faire, les déceptions aussi arriver, parce que je pense qu'il y a des garçons qui vont rechercher des projets en Ligue 2 ou en National et qui vont forcément être déçus de ne pas trouver le projet qui leur correspond. Et nous, on commence déjà à travailler avec ces garçons-là, à créer des liens aussi avec ces garçons-là qu'on a déjà identifiés. Et puis voilà, en leur expliquant que ça peut être une bonne option à un moment, plutôt que de ne pas jouer au foot pendant une saison, d'aller au VOC plutôt que dans les clubs qui pouvaient espérer en National et en Ligue 2 qui leur ont pas ouvert les portes. Bon, on a plein de questions à vous poser. Vincent en premier. Ouais, Pierre, en fait, tu parlais justement dans le recrutement. En fait, dans tes mots, c'est de sincérité, d'honnêteté, de plein de choses. Je pense que toi, en tant que responsable de recrutement, parfois, tu dois toi aussi appeler les joueurs pour avoir les premiers contacts et tout ça. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Mais quand tu appelles les joueurs, à mon avis, ils doivent sentir chez toi une très, très, très grosse part d'honnêteté, parce que quand je disais que personne, ou quasiment personne ne le sait, c'est que moi, je le sais de source sûre, tu vas me contredire si tu le souhaites, mais à mon avis, tu ne pourras pas. C'est que quand tu as donné ton accord oral à Vannes, qui est un club de National 2, tu as eu en même temps une proposition d'un club de Ligue 2 qui va monter en Ligue 1. C'est vrai, j'avais donné mon accord verbal au président de Vannes. Ça a été une histoire particulière parce que je sortais de 2 bonnes saisons à Concarneau avec un bon travail structurel. Je tiens encore à le souligner, mais il y avait des gens avec moi. J'étais pas tout seul à le faire. Et puis mon travail a été remarqué. J'ai été sollicité par plusieurs clubs. Et puis j'ai rencontré le président de Vannes. On a accroché tout de suite. Je lui ai donné ma parole. Et au moment où je lui ai donné ma parole, quelques jours après, j'ai eu une offre d'un club de Ligue 2, comme tu le dis, qui va monter en Ligue 1. Un Ligue 2, donc c'est Lorient ou c'est Lens? Je peux pas le dire, et pas parce que j'ai pas envie de le dire, c'est parce que j'ai pas envie de mettre qui que ce soit en porte-à-faux dans ces clubs-là. Mais en tout cas, voilà, j'avais donné ma parole au président et j'ai tenu ma parole malgré la super sollicitation que j'avais pu recevoir. Voilà, un moment et sans regret en plus, hein, vraiment, parce que je suis dans un projet où je m'éclate et si j'ai tenu ma parole au début, le président aussi de Vannes a tenu sa parole par la suite, parce que j'ai vraiment carte blanche pour m'éclater avec des super bonhommes aussi autour de moi. Alors, juste petit point géographique avant de continuer. Lorient est plus proche de Concarneau par rapport à Lens. Voilà. Il y a des liens entre Lorient et Concarneau, il y a toujours eu des liens, mais on en dira bien sûr pas plus. On n'en dira pas plus. Cela ne nous regarde pas. Manu, justement, tu as la parole. Oui, moi, c'est plus une question sur le club de Vannes. Alors, Vannes, on a eu l'occasion de les suivre, pareil, avec Vincent sur FFF TV il y a quelques années en national. On aimait beaucoup y aller. Alors, Vincent, parce qu'il y a une célèbre barboîte qui s'appelle La Douche, je crois, qui est très réputée à Vannes, mais aussi parce que, et surtout, bien sûr, parce qu'il y a
cet incroyable stade qu'est le stade de la Rabine et ce public assez dingue. On a vu ensuite cette descente, je crois à l'époque en DSE, l'équivalent du septième échelon du championnat. Une équipe qui, grâce à ses jeunes, a surmonté. On parlait tout à l'heure de Kikonda, il y a le jeune Diego Michel qui était la saison dernière encore au Red Star, des garçons qui ont crevé l'écran, qui ont permis à ce club de remonter. Vous êtes maintenant en National 2. Qu'est-ce qui reste du Van que nous, on a connu, Pierre, avec Vincent et dont je te parlais tout à l'heure? Qu'est-ce qui reste de ce Van-là aujourd'hui dans ce nouveau projet? Déjà, il reste énormément de gens de l'époque qui ont gardé aussi énormément de réflexes du professionnalisme. Je pense à des personnes comme Michel Kendo qui s'occupent de l'équipe première et puis de toute l'intendance de l'équipe première. C'est des gens qui ont gardé des réflexes de travail qui sont importantissimes aussi parce que le professionnalisme, on a beau dire, il y a une question de moyens, certes, mais il y a une question d'état d'esprit et le plus important, c'est l'état d'esprit. Donc, il reste ça, il reste des infrastructures d'entraînement qui sont dignes d'un club de Ligue 2. J'ai eu l'occasion de faire venir quelques joueurs professionnels à Vannes pour qu'ils visitent les installations et pour donner un avis. Je pense à Grégory Bourion qui est passé nous voir l'année dernière, qui m'a dit honnêtement en Ligue 2, j'ai jamais vu une salle de muscu comme ça, des infrastructures comme ça. C'est assez rare. On a un stade qui a été développé au moment où le Van Olympic Club était en Ligue 2 et puis qui a continué aussi quand le rugby a accédé à la Pro D2. Donc on a un super stade avec des mecs aussi au niveau des jardiniers qui font un travail de malade. Faut le souligner aussi parce que vraiment, que ce soit au Perreno ou que ce soit sur le stade, c'est des gens qui font un super travail. Voilà, on a une ville qui est fan de sport. On a la chance d'avoir une équipe de rugby qui tourne bien et d'avoir une double utilisation qui pose aucun problème en plus. Donc, voilà, on a des infrastructures qui sont restées, des hommes qui sont restés, et puis voilà, on arrive avec un jeune président, un jeune coach, un jeune directeur sportif, et puis on essaie d'amener aussi notre vécu, nos expériences avec ces gens-là. Je crois même qu'il y a même des joueurs qui sont revenus, comme Erwan Quintin notamment, qui était à l'époque de Vannes en Ligue 2 et en National et qui est revenu aussi pour vous aider. Jérôme. Oui, Pierre, certains cadres comme Florent Bénard, Henri Ndépo, quelques-uns, Pierre Lavenant, vont s'en aller. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement par rapport aux dernières saisons. Il y a eu on va dire, le renouveau avec le club qui est remonté en National 2. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu une cassure et que vous voulez écrire une nouvelle page. C'est vrai qu'il va y avoir quand même pas mal de départs. C'est la première année depuis la remontée où il y a autant de départs. Il y a des garçons qui étaient arrivés en fin de cycle, pour pas dire en fin de carrière. Je pense à Yann Kermorgan qui a fait une super carrière et puis qui est venu aussi apporter toute son expérience. Puis il y a des garçons qui étaient aussi sur ce doublon travail football pour qui c'était pas simple. Je pense à Henri Ndépo, voilà, c'est un garçon qui a eu une grosse opportunité professionnelle, qui, à force de jongler entre les deux, a connu aussi pas mal de blessures. Et c'est des choses qu'on ne mesure pas toujours, mais c'est des mecs qui se donnent à fond et des fois même au détriment de leur santé ou de leur carrière professionnelle. Et à un moment, voilà, on sentait qu'il y avait un peu de fatigue, il y avait un peu de lassitude et il fallait renouveler ça un peu plus en profondeur que ce qu'on aurait voulu. Donc voilà, on a fait des choix forts, ça enlève rien aux mecs qui ont amené le club à ce niveau-là. Et si je suis à Vannes, c'est aussi grâce à leur travail et à leur performance. Maintenant, voilà, il y a une autre page qui s'écrit avec une certaine continuité sur certains joueurs comme Erwan justement que vous citiez, et puis avec d'autres joueurs qui ont pour la majorité d'entre eux des grosses ambitions et notamment celle de ne pas rester en National 2. Donc voilà, nouvel élan.
Une petite question peut-être d'ordre économique. Je sais pas si tu pourras nous répondre, mais je sais que on a été pendant cette crise du coronavirus et notamment pendant le confinement, il y a beaucoup de gens au niveau du club, notamment Maxime Ray qui a tenu à rassurer sur les conséquences économiques voilà de cette crise vis-à-vis du Vannes Olympique Club. J'ai notamment cette phrase de Maxime Ray qui dit l'ensemble de nos sponsors avaient honoré la globalité de ces engagements en janvier 2020 sans citer nom. Je crois que ce n'est pas le cas de tous nos concurrents. Est-ce que tu peux nous confirmer aujourd'hui que cette crise du coronavirus, elle n'aura pas forcément énormément de conséquences négatives au niveau du VOC? Je peux pas te confirmer dans le sens où elle est de toute façon négative à partir du moment où on a dans notre environnement déjà des gens qui ont subi la crise au niveau santé et des partenaires qui l'ont subi aussi au niveau économique. Ce que Maxime disait par là, c'était surtout que on a eu la chance et on a la chance d'avoir des sponsors qui sont fidèles et qui ont tenu même pendant la crise à honorer les engagements qui avaient été pris. On n'aura pas forcément de conséquences négatives sur cette saison dans le sens où il n'y aura pas un trou énorme avec un partenaire qui se désiste. Par contre, on avait prévu, notamment dans nos axes de développement, d'avoir une augmentation du nombre de partenaires à la fois en volume et en valeur. Je pense que ce sera quand même un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Donc, il y a quand même des conséquences négatives. Après, ça ne va pas nous empêcher de bosser. On est en train de se creuser la tête aussi pour s'adapter aux conséquences de la crise et puis à ce que pourrait nous imposer notamment la crise en termes d'affluence au stade. Si demain on doit jouer à huis clos, voilà, il faudra qu'on ait des idées pour permettre aussi d'avoir des rentrées d'argent pour bien démarrer la saison. Et peut-être l'année prochaine, un retour en national. En tout cas, on vous le souhaite. On imagine que c'est le projet. C'est vrai que ça fait 2 ans que vous êtes en National 2 avec un championnat loin d'être évident en cette saison. Il y avait Chartres, Rouen, Granville, Fleury, l'Entente Saint-Gratien, Saint-Brieuc aussi Poissy. qui est monté. Comment? Et Poissy. Oui, non, je parle des grands clubs. C'est vrai que c'est pas évident. Notamment, on dit souvent que ce championnat National 2, pour arriver en National avec une seule montée, c'est peut-être la marche la plus difficile à franchir. Est-ce que vous êtes d'accord? Totalement, totalement. Pour avoir bossé en Ligue 1, en Ligue 2, en National et en National 2, c'est le championnat le plus difficile. Il y a une montée, il y a des équipes qui ont des moyens aussi importants, qui travaillent très bien. C'est le cas de Saint-Brieuc, il faut le noter. Il y a des équipes qui se battent aussi pour pas descendre parce que c'est quand même un super championnat au niveau amateur. Donc ouais, c'est vraiment le championnat le plus compliqué. Il y a une montée, des fois ça peut se jouer à rien. On le voit là, si le championnat avait continué, je pense qu'entre Chartres et Saint-Brieuc, il n'y aurait pas eu énormément d'écart. Il y avait Rouen qui revenait aussi. Donc une montée, c'est vraiment compliqué. Bon, en tout cas, on vous souhaite que vous soyez justement présents cette montée l'année prochaine. Merci beaucoup, Pierre Letellier, directeur sportif du Vannes Olympique Club. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis bonne saison à tous. Bon courage à tous ceux qui bossent dans le monde du football de près ou de loin parce que on a hâte de revenir au bord des terrains et puis de pouvoir commenter aussi de l'actualité plus footballistique. Merci beaucoup, Pierrot, en tout cas. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci Pierre. Bon, messieurs, on va terminer avec un petit quiz. Voilà, cette émission. Vous pouvez participer d'ailleurs depuis chez vous. C'est simple. Le premier que je vous propose aujourd'hui, c'est les meilleurs buteurs de National cette saison. Vous devez faire le classement des 10 meilleurs buteurs. Alors, je vois directement Manu qui est en train de taper sur Google classement meilleurs buteurs de National. Non, ça va. Non, On va faire chacun son tour, bien sûr. Il faut me citer les 10 meilleurs. Alors, pas le nombre de buts ou quoi que ce soit, juste les 10 meilleurs. On va faire dans l'ordre que moi j'ai d'apparition, à savoir Manu en premier. Et on commence par le haut ou par le bas? Ah oui, non. Peu importe. Voilà, chacun donne un nom. Je vais commencer par Achille Anani. Achille Anani, bonne réponse. Meilleur qui a signé buteur. d'ailleurs à Grenoble. Vincent. Guillaume Bosca. Guillaume Bosca, c'est une bonne réponse également. 11 buts cette saison, joueur de Dunkerque. Jérôme. Kevin Rocheteau. Kevin FC Rocheteau. Cholet. Ben voilà, on en parlait tout à l'heure de Cholet. Kevin Rocheteau qui était meilleur buteur la saison dernière. Bonne réponse, Manu. Jonathan Rivas, c'est un chouchou.
Ouais, Jonathan Rivas, de toute façon, c'est toujours une valeur sûre. Dès qu'il est en national, il est toujours dans les meilleurs buteurs. 13 buts. Attaquant de Lyon du Cher. Vincent. Un autre chouchou, Mehdi Chahiri. Eh ouais. Il me l'a volé. Red Star, 11 buts cette saison. Jérôme. Ouais, mais je suis hyper désavantagé parce que c'est 2 pros du national. Ils font toutes les journées. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il est dans les 10? Alexis Ebrard, tiens. Et non, il n'est pas dans les 10. Il n'est pas dans les 10, mais on fera là, une prochaine fois avec le National 2, Tu peux donner National un joker 3. à Jérôme. Allez, on va donner un joker. Bon. tu peux Ouais, donner un- et puis cette question, elle est quand même compliquée parce que Manu, même nous, en suivant tout le temps le national et en faisant des débriefs chaque semaine, on ne voyait pas tous les matchs. Et à chaque fois, quand tu donnais le classement des buteurs, c'était les 5 premiers. Et on a le on droit de Ah, joker, c'est nous pour aussi. 5 premiers. Eh oui. Bon, Manu. On va partir sur Gay, le Palois. Tout à fait. Deuxième meilleur buteur derrière Achille Anani, Mamadou. Lamine Gueye, 14 buts cette saison. Vincent. Ben, je crois que Dimitri Boudot, il doit être dans le top 10. Dimitri Pas loin. Boudot. Dimitri Boudot. Je regarde. Non, je ne le vois pas. Il ne doit pas être très loin. S'il Ah, n'y est il pas, doit c'est être qu'il est très pas loin. loin. Il n'est pas très loin, mais en tout cas, il n'est pas dans les 10 que j'ai. Bon, un joker également. Jérôme, est-ce qu'il y a une autre idée? Alors, franchement, Il en reste encore 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. il C'est en pas reste 4. facile. Bon, qui en a? Manu? Ouais. Moi, j'en ai un. Je le dis tout de suite, parce que Vince, il va Allez. m'apprendre. Mohamed Bayo. Oui, tout à fait. Tout à fait, de Dunkerque. Bien vu. Mohamed Bien vu. Bayo. Allez, il en reste 3. Je vais vous donner des indices. Il y a un Palois, il y a un joueur de QRM, un joueur de Béziers. Ah. Ah ben oui. Ah, Vincent. Moi, je l'ai. Kevin Testu à Béziers. Oui, bonne réponse. Allez, il en reste 2. Un Palois et un joueur de Il doit y QRM. avoir Gaëtan Laura, normalement, de QRM. Voilà, 11 Gaëtan buts Laura. exactement. Exact. Et le dernier de Pau? Là, j'ai C'est un pas le trou. milieu de terrain, c'est pas Namé, non? Non. Non. Attends. L'autre ailier. Ou buteur également. Oh merde. Attends. Alors, c'est il a- Tidiane. Tidiane Sabali, exactement 10 buts cette saison. Vous avez réussi à tous Pas mal, les avoir avec un petit peu d'aide sur la fin, mais c'est pas mal. C'est pas évident. Hein. En Mais fait, là, la je vois Fédération française de foot regarde cette émission, donc on s'est dit, c'est vraiment pas le moment de se louper si on veut revenir l'année prochaine. Ouais, En je revanche, pensais- en Ligue 1, on aurait des soucis. et c'est je beaucoup pensais plus simple qu'il y a- quand je vous envoie les réponses un petit peu avant, de toute façon. Je pensais qu'il y avait Thomas Robinet dedans. Non, 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 je crois qu'il est à 9 buts. Et là, c'était les 10 premiers sont à 10 buts minimum. Ah oui, Donc d'accord. voilà, donc Achille Anani, Gay, Rivas, Mayo, Chahiri, Laura notamment dans les premiers. Bon, félicitations, messieurs. C'est pas mal. Anani, c'est quoi? C'est 15 buts, c'est ça? 15 buts, sur, tout à fait. 15 buts Ouais, sur Ro- 25 journées. C'est un Rocheteau, ratio 14. pas mal. Hein. Et Rocheteau Rocheteau, doit oui. être à 14, ouais. Non. Rocheteau est à 10. Ah, il est à Rocheteau 10. il est à 10. Il avait marqué Ouais, beaucoup parce que plus cette l'an année, dernier. cette année, il a commencé à marquer juste sur la fin. Hmm. Il a été longtemps muet quand même. C'est sûr, pour Kevin Rocheteau. Bon, félicitations, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci Vincent, Jérôme et puis j'en oublie un, Manu, c'est ça? Manu, Vincent. Merci Max. Bon, Merci voilà. beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire également, savoir si vous avez eu tout bon. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.